Regagnez votre place tranquillement. Jean-Pierre, on va avoir le plaisir d'accueillir évidemment une personnalité qui compte dans vos secteurs du voyage, dans le tourisme comme dans le voyage d'affaires. On est d'autant plus ravis de l'accueillir, Jean-Pierre, que ça faisait très longtemps qu'il n'était pas venu sur un congrès professionnel d'agents de voyage. Voilà, on va accueillir en effet, j'en suis particulièrement ravi, on va accueillir le président de la SNCF, Guillaume Pépi. Mais avant de le faire venir sur scène, je voudrais juste avoir un petit mot pour ceux qui sont venus ici et qui n'ont pas pu prendre le train. Je voudrais d'abord vous remercier tous d'être venus ici. On est près de 300, c'est pas mal, c'est pas mal. Et il y en a qui sont venus, il y a des Iliens qui sont venus de Corse, de Martinique, de Guadeloupe, de La Réunion. Et c'est vers eux que j'adresse mes plus forts remerciements. Guillaume Pépi, je suis très content de vous recevoir ici. Bonjour Guillaume. Les relations des entreprises du voyage et de la SNCF sont des relations de partenariat, de véritables relations de partenariat. Nous discutons souvent, nous discutons beaucoup. Il est arrivé que ces discussions soient parfois un petit peu viriles, mais c'est normal. Mais nous avons eu, je pense, l'intelligence réciproque de trouver toujours des solutions et de trouver toujours les bonnes solutions. Je dirais que ces relations sont exemplaires. Et je tiens à remercier du côté des entreprises du voyage, Christine Ball, qui au sein de la commission Rail s'est longtemps occupée de ces relations, qui sont maintenant intégrées dans une commission transport qui est présidée par Valérie Sassé, plus largement transport. Dans nos relations, Guillaume, nous avons quelques points, certains que vous maîtrisez, d'autres qui nous échappent. La mise à point chaotique de Rail Display, mais les choses vont en s'améliorant. Nous avons également la liberté tarifaire qui est liée à la politique des régions de fixer les tarifs des TER de façon autonome et qui pose des problèmes à la fois à la SNCF et à la distribution. Et nous souhaitons très clairement que l'ensemble de la distribution puisse accéder à l'ensemble des offres de mobilité proposées par la SNCF. Je pèse bien tous mes mots en disant cela, accéder à l'ensemble des offres de mobilité proposées par la SNCF. Voilà, je vous laisse avec François-Xavier Hisnik. Je suis sûr que vous avez des réponses à toutes les questions qu'il va vous poser. C'est le bourreau, merci. Merci, c'est gentil de votre invitation d'abord. Dire bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que je me faisais la réflexion là dans le train. Alors je ne sais plus très bien les années. La dernière fois que j'ai eu l'occasion, le privilège de vous rencontrer, c'était Biarritz. Quelqu'un a une idée de date? Non, c'est une date, c'est pas Georges Colson, ça c'est toujours Georges Colson. Mais une idée de date? 2010, 2007, voilà. 2007, et avant, on était avec Jean-Cyril Spinetta à Pékin. Je me souviens Jordanie, je me souviens Agadir, je me souviens Égypte, je me souviens Turquie, voilà. Mais it's been a while. It's been a while. Oui, voilà. Donc ça fait quand même une bonne dizaine d'années. Ça fait 10 ans. Que vous n'étiez pas venu. Pardon. Donc on est en tout cas ravis de vous accueillir. C'est un plaisir. Guillaume Pépi. On va commencer tout de suite. On est une quarantaine de minutes ensemble. Je sais que vous avez évidemment un train à prendre dans l'autre sens. C'est pour ça on va essayer de concentrer nos questions dans les 40 minutes qui viennent. J'ai un problème de micro. Non, tout va bien. Ça redémarre. Alors, on va parler un peu de stratégie dans cette première partie. Et puis ensuite, on va évoquer ensemble les relations avec les agences de voyage. Première question, Guillaume. C'est vrai que le taux moyen de remplissage des TGV était tombé assez bas en 2016, à 65%. On connaît les difficultés récurrentes du TGV depuis plusieurs années. L'ARAFER en a reparlé encore il y a quelques jours. Quelle stratégie aujourd'hui met la SNCF en place pour redonner le goût de la vitesse, de la grande vitesse aux clients? Alors d'abord, on a connu, c'est vrai, 2016, une année terrible, parce qu'il y a eu à la fois 3 semaines de grève et en même temps le plein impact des 5 attentats terribles qui sont intervenus en Europe. Donc 2016 a été horrible. La bonne nouvelle, c'est que 2017, pour vous et pour nous, je pense qu'on y reviendra, est vraiment très bon, même au-delà de nos objectifs. Alors, sur la stratégie qui est votre question, je veux être très clair. On est
parti dans une stratégie de conquête où l'objectif, c'est par rapport aux 100 millions de voyageurs qu'on fait aujourd'hui, d'en faire 15 de plus d'ici 2020. Et c'est un plancher, ce n'est pas une cible, c'est au moins 15. La stratégie, elle est fondée sur une différenciation du produit qui, jusqu'à présent, était, comme on le dit, la Ford T pourvu qu'elle soit noire, quoi. C'était le TGV, ou sinon le TGV, ou sinon le TGV, ou sinon le TGV. Donc on est parti sur une segmentation. La segmentation, elle a pour objectif de faire un produit qui monte en gamme, qui s'appelle Inouï, et un produit extrêmement agressif sur le marché qui s'appelle Ouigo. Le produit Inouï, il vient d'être lancé. On va revenir peut-être. On va revenir voilà. après. Ouais, Bon, l'idée, c'est d'offrir une plus forte valeur en service sur ce produit-là. On sentait confusément que le TGV qui est cher, comme l'avion est cher, comme plein de choses sont chères, la voiture est chère, tout ça est cher. On sentait qu'il y avait une nécessité de mettre plus de valeur à l'intérieur. Et puis de l'autre côté, l'explosion des attentes des gens, notamment les générations les plus jeunes ou les gens qui veulent voyager beaucoup, nous a conduit au low cost. Donc une forte différenciation. Et pour vous donner juste une indication, le nombre de Ouigo, aujourd'hui c'est à peu près 5% du trafic, ça va être 25%, donc x5 d'ici 2020. Oui, alors quand vous donnez cet horizon 2020, ce n'est pas un hasard, hein, puisqu'on sera à l'aube de la concurrence. Pour vous, c'est évidemment une date importante, essentielle. Oui, alors la concurrence sur le TGV, l'Europe a dit, en gros, 15 décembre 2019, dans 2 ans. Je ne sais pas s'il y aura des nouveaux opérateurs le 15 décembre 2019. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On le saura quelques mois avant. Tout ce qu'on fait, c'est pour se préparer à cette étape qu'il ne faut surtout pas reculer, qu'il ne faut surtout pas... on la craint, évidemment, hein. Qui ne craint pas la concurrence? On serait complètement fou de ne pas la craindre. Mais ce qui nous donne de l'espoir, c'est par exemple le fait que depuis qu'on a lancé ces nouveaux produits, notamment ces produits qui montent en gamme, on a 10 points de satisfaction en plus sur Paris-Lyon et on a 14 points de satisfaction en plus depuis cet été sur Paris-Bordeaux. Ce qui veut dire qu'on est capable de donner aux clients plus de valeur pour le même prix. On va parler d'Inouï, Guillaume Pépy. Est-ce que d'abord vous avez été surpris par le débat qu'a suscité ce nouveau nom ou pas? Ah ben c'est génial, j'espère que personne ne saura jamais que c'est nous qui avons créé ce débat et la polémique et le 20h de TF1, mais ça nous a fait économiser juste 10 millions d'euros de campagne de notoriété. D'un coup. Donc c'est formidable. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le produit. Le produit, on y a bossé avec Barbara Dalibard, puis avec Florence et maintenant avec Rachel. En fait, il y a 3 composantes. La première composante, c'est du matériel neuf ou rénové, parce qu'on a certains TGV qui ont 20 ans ou 30 ans et qui sont fatigués. La deuxième composante, c'est du service en plus. Ça va de la porte d'embarquement. Là, à Paris-Nord, les portes d'embarquement étaient en essai, ce qui est vraiment bien parce que le rapport avec les contrôleurs à bord change complètement. Les contrôleurs n'ont plus de fraudeurs, donc les contrôleurs peuvent discuter avec les clients, peuvent parler avec les clients, peuvent faire du commercial, etc. Donc, ça va de la porte d'embarquement jusqu'à la possibilité de commander au bar par l'application, sans faire la queue. À ce moment-là, le bar vous prévient, votre commande est prête, vous allez au bar, vous prenez votre commande et c'est fini. Donc ça transforme les 40 minutes d'attente horribles en 3 minutes, ce qui est quand même bien. Et puis la troisième chose, c'est le Wi-Fi. Là, j'ai fait l'essai. Le Wi-Fi à bord qui marche avec haut débit parce que la technologie est entièrement nouvelle et qu'on a équipé les rames. Donc ça, c'est les marqueurs de l'offre Inouï. Et ces marqueurs-là, on est à peu près certain, hein, le matériel, le bar, la porte d'embarquement, le Wi-Fi, on n'est pas sur de la com, on est sur des trucs sensibles, tangibles par les clients. Et je pense que ça va effectivement donner de la valeur au voyage des clients. Alors, donc d'un côté, une offre à forte valeur, et de l'autre, vous le disiez, la montée en puissance de Ouigo, votre marque low cost. Pourquoi, Guillaume, développez-vous le low cost et quels sont vraiment vos projets en la matière? Juste avant, si vous permettez, je m'aperçois avec mon anti-sèche que j'ai oublié de dire les dates de développement de Inouï. Ça peut intéresser nos collègues dans la salle. Donc, on a démarré sur Paris-Bordeaux. Les prochaines étapes, c'est dans l'année qui vient, Paris-Lyon en mai.
Oui. l'axe Est en juin, en septembre, le sud de Bordeaux, c'est-à-dire Toulouse et Hendaye, et décembre 2018 pour à la fois l'axe Paris-Lille, l'axe Nord, et puis Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc à la fin de 2017, on aura en gros fait la moitié des voyageurs qui bénéficieront du nouveau service Inouï. Alors sur le low cost, bon, je ne vais pas répéter des trucs que tous les professionnels du voyage connaissent, hein. Le train, l'avion, c'est cher, et donc il y a des gens qui veulent des offres basiques de premier prix. La grosse difficulté pour nous, c'est pas de faire des prix bas, c'est de faire des coûts bas. Et donc il y a eu un travail énorme sur les coûts. On a pris en gros une 50aine de chapitres de coûts et on a réussi à abattre les coûts d'à peu près 48%. Donc en gros, le siège kilomètre coûte moitié moins cher sur Ouigo que sur TGV. Et c'est ça qui nous permet de faire des offres à prix vraiment très compétitifs, puisque, vous le savez sans doute, on démarre les premiers Ouigo à partir des gares de Paris Centre. On les démarre en décembre. Donc il y aura 10 trains qui partiront de Montparnasse, au lieu de partir de Marne-la-Vallée, de Roissy ou de Massy. Donc on les démarre, et en gros, c'est 8 € pour les enfants, quelle que soit la date de réservation, quelle que soit la distance. Donc 8 € pour les enfants, et pour les adultes, c'est entre 16 et 70. Et donc cette offre-là, comme le low-cost aérien, hein, tout le monde sait ça par cœur, le taux de satisfaction est supérieur à celui du TGV, ce qui est parfaitement normal, parce que le rapport qualité-prix est complètement imbattable. Donc la satisfaction client, elle est à 93%, et le remplissage, il est à 91%. Donc c'est notre arme de guerre, j'aime pas ça, je vais dire, c'est notre levier de conquête de 15 millions de voyageurs complémentaires dans les 2-3 ans qui viennent. Alors j'aimerais qu'on revienne sur la tarification de Inouï, parce que vous nous dites que c'est une offre à forte valeur. Vous connaissez, là, il y a une critique récurrente des clients envers le TGV, c'est le TGV est cher, deux, sa politique de prix est souvent illisible. Est-ce qu'avec Inouï, on peut s'attendre donc à une augmentation des prix et à encore plus d'illisibilité ou pas ? Enfin, là, il faut arrêter la démago, on est entre nous, on n'est pas sur un plateau en train de faire le cirque. Moi, les prix aériens, lisibilité, prévisibilité, très franchement, je prends l'avion 1 ou 2 fois par semaine. Voilà, ça fait longtemps que je ne... Vous dites qu'il y a pire que nous ? Non, pas pire, mais ça s'appelle le marché. Oui. Alors, ça s'appelle le marché. On est désolé, ça s'appelle le marché. Et le marché, ça fait en sorte que même quand on va vers des forfaits, même lorsqu'on va dans l'hôtellerie, en réalité, il y a un prix du jour. Quand on va au marché, le mot marché, il dit bien ça. Il dit, voilà, ça dépend des conditions de marché. Alors, la vérité, c'est que la perception du train comme de l'avion, c'est d'être cher. Juste un chiffre qui est important, c'est quel est le panier moyen TGV ? Le panier moyen TGV, il est le même depuis 4 ans. Il est un peu inférieur à 46 €. Le billet de TGV en France est vendu à 46 €. Alors évidemment, tout le monde tombe de son armoire parce que normalement, les gens qui sont dans cette pièce, j'espère qu'ils payent 100 ou 120. Et j'espère qu'il n'y a jamais un billet à 46 € qui est vendu aux gens qui sont dans cette pièce, et encore moins un billet à 16 €. Parce que normalement, ce n'est pas fait pour. Bon. Mais le billet moyen, il est à 46 €. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour être encore plus agressif ? Il y a 2 choses, à mon avis, qui sont vraiment importantes. D'abord, on a renoncé aux hausses de prix annuelles. Il y avait dans les marronniers de l'année, il y avait la hausse des tarifs en décembre qui prenait effet à la mi-janvier. Bon, c'est fini en 2015, c'est fini en 2016 et il n'y en aura pas en 2017. Donc ça fait 3 ans que les prix de référence affichés n'augmentent plus. Mon pronostic, c'est qu'ils n'augmenteront plus pendant longtemps. La deuxième chose, c'est quand on est capable de faire des offres aussi puissantes que TGV Max, et les agences, puisque TGV Max est en digital, et les agences l'ont aussi commercialisé. Je pense que c'est certains collègues qui sont dans la salle, et puis entre autres des concurrents comme Trainline, l'ont aussi commercialisé. On a fait 100 000 abonnés en un peu moins de 6 mois. Et ces 100 000 abonnés, ça représente des points de part de marché qui étaient partis au covoiturage
Et sur certaines destinations préférées du covoiturage, le covoiturage a fait moins 15% grâce à l'arrivée de TGV Max. Donc TGV Max, c'est vraiment un système d'abonnement qui est une première mondiale, de l'abonnement all-inclusive, illimité pour de la grande vitesse. C'est la première fois que ça se fait dans le monde. Ça donne des résultats extraordinaires. Je voudrais dire que jusqu'à présent, on a réussi à faire 2,5 millions de voyages, cet été avec cette offre-là. Et puis, donc voilà, j'ai dit deux choses. Un, plus d'augmentation tarifaire et d'autre part, le TGV Max. Alors, j'aimerais qu'on aborde un autre sujet, Guillaume Pépy. Vous avez déclaré dans une interview aux Échos fin septembre que votre vision pour les années à venir consiste à faire de la SNCF, je lis, une entreprise de plateforme et que votre ambition est de faire de la mobilité un service. Pourriez-vous nous expliquer ce que tout cela signifie ? Je crois que dans le monde de voyage, tout le monde comprend qu'au fond, allez, on va dire le doudou, pour prendre une expression des enfants, le doudou, le smartphone est en fait un assistant de mobilité au pluriel, un assistant de voyage, un assistant de déplacement qui est sans limite. Et donc notre idée, elle est toute simple, elle est de se dire que nous devons faire en sorte que sur cet assistant de mobilité, on puisse faire du plan, book, pay, ticket, plan, book, pay, ticket, sur tous les modes de transport possibles. Donc non seulement le train, mais aussi les concurrents du train, le covoiturage, le car sharing. On doit être capable de le faire sur le bus, évidemment. On doit être capable de le faire sur le VTC. On doit être capable de le faire demain sur les navettes autonomes et les taxis robots dont nous sommes certains qu'elles vont se développer. Donc cette espèce de couteau suisse de la mobilité, c'est à nous de le construire. Si on ne le construit pas nous, c'est clair que Google, Amazon ou Apple le feront à notre place. Et donc, pourquoi nous ? De façon immodeste. D'abord parce qu'on a une plateforme qui est voyagesncf.com qui a été créée en 2000 et qui est aujourd'hui le premier site de e-commerce français. Cette plateforme, elle va changer de nom le 7 décembre, elle va s'appeler Oui SNCF. Et à cette occasion-là, il y aura plus de choix, plus de services, notamment du 7-24 pour l'assistance, et puis plus d'offres régionales. Mais au-delà de voyagesncf.com, on va prendre l'appli SNCF d'aujourd'hui. Cette appli, elle a déjà été téléchargée par à peu près 9 millions de personnes. On va essayer de doubler ce chiffre et de faire en sorte que cette appli devienne ce fameux assistant de mobilité, cette application de toutes les mobilités. C'est un chantier d'1 an et demi à peu près, mais c'est un chantier qui peut attirer vers le transport collectif beaucoup de gens qui aujourd'hui n'ont pas d'autre solution que de prendre leur voiture. Alors, autre info intéressante et qui est en lien d'ailleurs avec ce que vous venez de dire, vous avez annoncé récemment la création d'un entrepôt de données en collaboration avec la RATP, Transdev et Blablacar. Pourriez-vous nous dire un peu de quoi il s'agit et dans quel objectif vous développez ce projet ? Alors, je n'ai pas été clair parce qu'en fait, pour arriver à faire cette application des mobilités, ce smartphone des mobilités, il faut que toutes les offres soient quelque part réunies dans un entrepôt de données unique. Et c'est ça qu'on fait avec nos collègues de Transdev, avec nos collègues de la RATP, avec Blablacar, puis peut-être qu'on aura demain d'autres entreprises qui voudront se joindre à nous, je ne sais pas, Autolib, la Deutsche Bahn, qui sait, des compagnies aériennes, pour mettre ensemble toutes ces offres de mobilité dans un entrepôt. L'entrepôt, au sens propre, c'est simplement les offres, les disponibilités et le temps réel. Et à partir de là, chacun pioche dans cet entrepôt les infos qu'il veut donner à son client, il les présente à sa manière, il met sa propre valeur ajoutée pour faire l'assistant de mobilité. Mais je voudrais juste revenir sur l'intérêt pour les agences de ces plateformes. Moi, j'en vois 3 ou 4. D'abord, les plateformes qui sont liées à l'info des voyageurs, celles qu'on a développées, elles sont accessibles aux agences au travers de notre API
Et donc, en se pluguant sur notre API, les agences de voyage ont le même accès à l'info en temps réel que s'ils vont sur l'application SNCF. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a non seulement aujourd'hui, évidemment, l'accès aux offres par les GDS, mais on s'est lancé, comme d'autres, et je suppose qu'on y reviendra dans le débat, sur des solutions qui reposent non pas sur les GDS, mais sur des solutions de connexion directe qui élargissent le choix. Et on a fait une annonce, je crois, là-dessus à Topresa, d'une capacité sur SilverRail, en se connectant à SilverRail, d'avoir accès à toutes les offres SNCF. Donc, on est en train d'ouvrir, au fond, les solutions de distribution en sortant du tout GDS, en permettant les connexions directes, et en faisant en sorte que les agences aient réellement le choix de la façon dont elles vont demain se connecter aux offres SNCF. Alors on voit bien, quand on vous écoute, évidemment, cette énorme vague digitale qui est en train d'arriver sur l'ensemble des entreprises et particulièrement dans le secteur du travel, du voyage. Vous êtes une entreprise de service, Guillaume. Comment vous appréhendez aujourd'hui le nouveau rôle de l'humain face à cette vague numérique ? Qu'est-ce qui reste à l'humain, finalement, dans cette vague digitale ? Moi, je ne crois pas que le digital remplacera l'humain. Enfin, vu des clients, je pense qu'il n'y a absolument pas du blanc-noir, quoi. C'est soit digital, soit humain. Ça, je pense que ça n'arrivera pas. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens dans nos clients qui sont des digital natives, très bien. Et puis, il y a une partie des clients qui sont digital rétif. Mais au milieu, il y a 80% des gens qui sont à la fois digitaux et qui, à la fois, ont envie que dans le monde du service, dans le monde du transport, il y ait en permanence un contact humain, une relation humaine qui puisse se nouer. Et donc, je pense qu'il faut là-dessus être très pragmatique. Vive le digital. Au passage, je regardais les chiffres en venant, 56% des ventes agences 56% des ventes agences sont faites online. 56%. Alors, quand je me rappelle de mes congrès, là, dont j'ai cité les villes, mon souvenir, c'est qu'on était 3, 5, 7%. Ouais, bon, aujourd'hui, on est à 56% de ventes online dans les agences. Au passage, bravo. Hein, je permets de faire une petite parenthèse. Moi, je me souviens de ces congrès dans lesquels le sujet essentiel du congrès, c'est « va-t-on mourir ?» Je parle sous le contrôle de Georges, mais c'était en gros « va-t-on mourir ?» ou « vont-ils nous tuer ?» Je vous rassure, ça n'a pas changé. Ouais, bah, vous pourriez changer de sujet quand même. Non, je plaisante. Changer de sujet. Parce que, et de la même façon, pardon, alors je m'éloigne de la question, mais je vais revenir dans un instant. Je me souviens aussi que dans ces congrès, je me voyais raconter à chaque fois à la tribune, les agences font 20% des ventes longue distance de la SNCF. Et j'ajoutais, je fais le pari que dans 10 ans, ça sera toujours 20%. Évidemment, la salle faisait bruit d'hiver, sifflet, etc. La vérité aujourd'hui, qui est vachement intéressante, les agences font 22,5% des ventes longue distance de la SNCF. Voilà, dans 10 ans, je ne serai plus là, mais certains d'entre vous seront là. Je fais le pari que dans 10 ans, si les agences savent s'adapter, elles feront plus de 20%. Pardon, je me suis assez éloigné. Je reste donc 10 secondes sur la relation humaine. Je prends juste 2 exemples. Le contrôle à bord va disparaître. On n'enlève pas les contrôleurs. Ouais. Là, il y avait 2 contrôleurs. Ils ont discuté avec la clientèle et ils n'ont pas fait du contrôle avec des carnets à souche et le PV. Et deuxième exemple, c'est que nous, on continue à mettre des guichets de vente dans les gares et on va continuer à en construire parce qu'on pense qu'en France, il y a un besoin de relation globale avec le professionnel du voyage, que ce soit l'agence ou le guichet, et que les clients leur accordent la valeur. Alors justement, tiens, on va parler de vos relations avec la distribution, avec les agences de voyage. Vous nous avez parlé en introduction de la bonne activité de la SNCF depuis le début de l'année. Que pourriez-vous nous dire aujourd'hui sur l'évolution des ventes agences de voyage depuis le début de l'année ? Alors là, je regarde effectivement mes chiffres pour ne pas vous dire de bêtises. Oui. Le CA SNCF vendu en agence à fin octobre, c'est le chiffre le plus récent, il est à plus 12
en cumul. Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu un plus 12 depuis très longtemps. C'est à la fois la reprise économique, c'est à la fois le rebond après les attentats, c'est un peu le choc de confiance dans l'économie qui est quand même en train de marcher et tant mieux, et puis c'est l'adaptation de nos offres. Deuxième chiffre, moi, qui me paraît super intéressant, le canal agence surperforme par rapport à la croissance globale du TGV, puisqu'il faut comparer ce plus 12% sur les agences au 8,7% qui est global tout canaux. Donc les agences sont 3,5 points au-dessus du global. Donc en clair, les agences gagnent cette année de la part de marché. Et puis le troisième chiffre, alors là, moi, c'est celui qui m'a le plus surpris parce qu'on ne l'attendait pas, c'est que le marché du voyage d'affaires, pour nous, voyage d'affaires ferroviaire, est reparti en 2017. Après 7 années de stagnation, il est reparti et on fait plus 9% versus 2016. Alors bien sûr, il y a l'impact des nouveaux TGV Bretagne et Aquitaine, mais pas que. Les nouveaux TGV, c'est 1/3. 2/3, c'est la dynamique du voyage d'affaires. Donc franchement, bravo. Et puis, c'est dans notre intérêt réciproque et donc ça fait plaisir. Plus 12, en tout cas, on retiendra ce chiffre, plus 12 depuis début janvier. Les agences font une très bonne année, elles font une très bonne année dans l'aérien aussi, elles font une très bonne année dans le tourisme. C'est, le disait Jean-Pierre Masse, une année quasi historique pour les agences de voyage. Alors, on va parler un peu de ce taux de commission. Taux de commission de base, Guillaume Pépi, qui est passé de 4,7% en 2007 à 2% en 2016. Le contrat qui lie la SNCF aux entreprises du voyage se termine en décembre 2018. Est-ce que ce taux peut encore baisser aujourd'hui, alors que vous le dites vous-même, les agences font de très bonnes performances? Alors, d'abord, ayant un peu l'habitude de ces congrès, on aurait tendance à chaque fois à faire le débat ici avec la salle et puis peut-être à la fin à voter et puis dire tiens, ça y est, on a renouvelé le contrat. Bon, ça ne va pas le faire, hein. On ne va pas faire comme ça. Vous avez élu des représentants, il y a des organismes de la profession, on discute avec la profession. Mais ce que je peux dire, d'abord, c'est que les taux sont figés jusqu'à la fin de 2018, en vertu de notre convention. Et bien évidemment, on ne touchera pas en quoi que ce soit à cet équilibre. La deuxième chose, c'est qu'on a, et Jean-Pierre a bien voulu le dire, on a une longue tradition de négo. Ces négos sont profitables à tout le monde parce qu'au début, on est très loin et on ne se comprend pas. Et puis, 6 mois plus tard, après je ne sais combien de centaines d'heures, on arrive à un point d'équilibre. Et au passage, chacun a mieux compris les contraintes de l'autre et on a trouvé des mécanismes, j'espère, intelligents. Parce que le taux, ce n'est pas seulement un chiffre brandi en disant c'est 4,7, c'est 2, c'est 2 plus 1, c'est 2 plus 1 plus 1. C'est derrière un mécanisme intelligent pour que les agences tirent leur épingle du jeu et que le transporteur, lui aussi, puisse compter sur les agences dans son développement. Mon troisième point, c'est qu'il se passe aujourd'hui, évidemment, dans l'aérien, des choses très importantes dont j'imagine que vous parlerez avec Jean-Marc Janaillac demain. On est attentif à ça. On n'est pas collé à l'aérien. On regarde ce qui se passe sur le marché. Donc on sera attentif à ça, je vais être très clair. On n'a pas les yeux fermés. Et en même temps, on n'est pas mécaniquement collé sur l'aérien. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, c'est que de toute façon, aujourd'hui, GDS ou connexion directe, nous, nos prix et nos tarifs sont les mêmes dans les deux cas. Nous ne faisons pas de différence entre ce qui est fait via GDS et ce qui est fait via une connexion directe. Donc, au total, moi, ça me permet de dire, de façon à peu près certaine, que nous, c'est-à-dire la SNCF, nous restons extrêmement attachés au principe de rétribution de la valeur créée par les agences de voyage. Et donc, je dis clairement qu'on ne s'inscrit pas dans la perspective d'une commission zéro.
Alors ça, c'est plutôt rassurant, évidemment, pour nos amis agences. Pour conclure, Guillaume, on voit, vous venez de l'évoquer, on voit donc que les compagnies aériennes tentent de reprendre la maîtrise de leur distribution. C'est évidemment tout le sens de la décision du groupe Air France qui fait débat aujourd'hui. Vous-même, vous développez les ventes directes aux entreprises à travers WePro, anciennement VPro. Un distributeur et un intermédiaire, comme une agence de voyage, Guillaume Pépi, a-t-il encore de l'avenir dans vos stratégies et dans le monde digital de demain? Je crois avoir là-dessus été vraiment clair. Hein. La relation qu'on a, nous, avec les professionnels du voyage, c'est pas qu'une relation affective, c'est pas qu'une relation émotionnelle, elle l'est aussi. Hein. Moi, quand je passe devant une agence et j'habite dans un quartier où il y en a plein, puis je vois le petit sigle SNCF, ça me fait plaisir. Bon, mais c'est pas que ça. On a réussi ensemble, ces 10 dernières années, à développer le business avec des chiffres qui sont quand même frappants. Hein. 56% des ventes des agences dans le ferroviaire qui sont online, chapeau. Je ne pense pas qu'on aurait dit ça il y a 10 ans. 22% des ventes SNCF qui sont faites par les agences, c'est-à-dire que les agences sont le deuxième canal après voyagesncf.com. Je pense que si on avait été ensemble il y a 10 ans, il n'y a pas grand monde qui aurait parié sur ce 22,5%. Donc, le sujet, il est, la capacité d'adaptation des agences de voyage. Bon, et moi, de mon point de vue, je ne connais pas bien le milieu, hein, je ne vous connais pas beaucoup, mais ce que je constate, c'est que depuis 10 ans, vous avez réussi le truc. Donc, il n'y a pas tellement de raison que sur les 10 ans qui viennent, vous ne réussissiez pas à nouveau l'étape d'adaptation. Avec des nouveaux outils, c'est clair maintenant que les patrons IT sont les chefs. Enfin, c'est la même chose à SNCF. Hein. Les patrons IT sont les patrons. Voilà, c'est eux qui créent au fond aujourd'hui réellement de l'avancée en termes de compétitivité. Donc moi, je ne vois pas tellement de difficultés. À nous aussi, on a une part du chemin à faire en sorte que ce qu'on propose aux agences soit suffisamment intéressant. Je crois que Jean-Pierre a cité deux problèmes qu'on n'a pas bien résolu encore. Hein. Le rail display qui a eu du mal à naître, c'est vrai, et il faut qu'on continue à le fixer. Et puis les offres tarifaires régionales qui, depuis la liberté tarifaire qui a été donnée aux régions, c'est vachement compliqué. On a eu du mal, et on a encore du mal à vendre tout ça en ligne. Mais le principe selon lequel toutes les offres SNCF, même les offres digitales, peuvent être vendues par les agences de voyage dès lors que les agences de voyage sont en digital, ce principe-là, il est maintenu, évidemment. Un grand merci, Guillaume. On a 30 secondes peut-être pour la question. Si la salle veut intervenir, parce que j'ai quelques hontes à être Ah non, mais au contraire. Péroré. Au contraire. Alors là, nous, on est preneurs de questions dans la salle. N'hésitez pas. Je ne sais pas si Vincent est là. Vincent, il doit me faire un grand signe pour me dire il faut partir. Oui. Voilà. Ça va, il est 16h31, Guillaume. Voilà. On a encore quelques minutes. minutes. Si Vincent est là, qu'il me fasse signe quand il faudra partir. Moi, je sais, c'est à 16h50. Donc, on a quand même 20 minutes pour les questions. Oui, je ne veux pas retarder, mais voilà, si la salle veut bien prendre la parole. Alors là-bas, Marcel, il y a un micro qui arrive. Marcel Lévy, Déplacement Pro. Bonjour Président. Jean-Pierre Mas a dit tout à l'heure que les politiques étaient parfois un peu hors sol. J'ai le sentiment que peut-être parfois le président de la SNCF peut l'être. Bah, c'est gentil. Je vais m'en expliquer. Je ne voudrais pas que ça soit une accusation gratuite. Vous avez parlé du Wi-Fi. Sans doute avez-vous eu la chance d'être dans un train où il marchait, parce que moi j'étais à Lyon la semaine dernière, il ne marchait pas. Rappelez-vous votre signe TGV, quand on le retournait, c'était un escargot, vous auriez dû le garder pour le Wi-Fi, c'était peut-être plus prévisible. Il y a des sujets qui fâchent, Président, comme celui que Jean-Cyril Spinetta va rendre sur une dette de la SNCF repris éventuellement par l'État, c'est-à-dire par nous tous. On parle également, et Elisabeth Borne vous l'a rappelé, d'une refonte de la vision du TGV en termes de destination, fermeture de gare éventuellement, autre système de déplacement. Et puis une dernière question autour de Ouigo. Vous avez dit tout à l'heure que ça allait passer à 25%. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une façon d'occuper les sillons avant la concurrence? Est-ce que ça n'est pas une certaine façon de protéger SNCF de ce qui arrive? On pourrait parler sur le voyage d'affaires et autres, mais je sais que François Isnik en parlera mieux que moi. Alors, puisque vous avez été très gentil avec moi, je vais être très gentil avec vous. On est vraiment dans la vision complètement paranoïaque de la SNCF. Alors, je vais vous répondre point par point. Sur les questions politiques que vous posez,
elle relève d'Elisabeth Borne. Moi, je ne suis pas un homme politique, je suis un manager depuis 12 ans d'une entreprise. Donc la question de savoir ce que devient la dette, ça concerne le gouvernement. Moi, je ne suis pas le gouvernement et le Parlement. La question de la concurrence, ça concerne le gouvernement et le Parlement. Au passage, je suis pour, mais mon avis, tout le monde s'en fout. Donc comme ça, on est tranquille. Ça concerne le gouvernement et le Parlement. Et sur la question de la stratégie grande vitesse du pays, ça concerne le gouvernement et le Parlement. Et l'entreprise, elle fait son boulot dans le cadre d'une stratégie qui est fixée par le pays. Je reviens 10 secondes sur le Wi-Fi. TGV Connect, qui est le nom du service Wi-Fi, il a pour l'instant environ 88-89% de taux de satisfaction. On a dépensé 150 millions d'euros, qui n'ont évidemment aucune rentabilité, parce que le prix des billets n'a pas augmenté. 150 millions d'euros pour désosser les rames, mettre à l'intérieur des installations et au-dessus des antennes qui sont capables de capter le signal. La vérité, c'est que sur certains réseaux, ça dépend de votre réseau préféré, est-ce que vous êtes Orange, Free, Bouygues ou SFR, sur certains réseaux, ça marche mieux que d'autres. Parce que certains réseaux ont beaucoup investi sur des pylônes qui sont au bord des lignes, et d'autres réseaux ont moins investi. Et le système Wi-Fi du train, il faut bien qu'il trouve quelque part du réseau. Et quand il ne trouve pas la marque qui est la marque de votre téléphone portable, il ne peut pas fonctionner. En revanche, il peut trouver la marque d'à côté. Donc, voilà, certaines marques de services téléphoniques n'ont pas encore suffisamment investi et chacun fera le décryptage parce que je pense que tout le monde a ça en tête. Une autre question. Levez la main. Allez-y. C'est normalement toujours la première qui est la plus difficile, mais là, ça a l'air d'être la deuxième. Mais peut-être que tout le monde a trop bossé déjà. Non. Il fait très beau dehors. Hein. Très beau dehors. Mais vous avez été aussi assez complet dans vos réponses. Donc, ceci explique cela. Non, allez, dernière chance. Ici, allez, Thierry Beaurepaire. Non, vous inquiétez pas, il y a un micro qui arrive. Gardez celui-là. Bonjour Monsieur Pépi, Thierry Beaurepaire, Tour Hebdo. Je voulais juste une petite précision quand vous dites que vous êtes attentif à la stratégie d'Air France, et notamment aux frais GDS. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ça veut dire que dans 1 an, dans 6 mois, dans 18 mois, la SNCF pourrait facturer des frais GDS pour les réservations effectuées par les agences via ces GDS? Non, ça ne veut certainement pas dire ça, parce qu'on n'a pris aucune décision, et pour ce qui nous concerne, les décisions, elles se prennent dans le cadre d'une négociation qu'on a avec les professionnels et d'une discussion qu'on a avec les GDS. Donc je vais être très précis. Il est clair aujourd'hui qu'il y a pour nous, il y a une double ouverture. Il y a une ouverture à de nouveaux partenaires SI, donc informatiques, de nouveaux partenaires informatiques qui apparaissent. Tout le monde a les noms en tête. Il y en a certains qui sont liés à nous, il y en a d'autres qui sont apparus ces derniers temps. On veut s'ouvrir à tous les partenaires IT, qu'il s'agisse de Silverrail, qu'il s'agisse de Travelport, qu'il s'agisse... Bon. De l'autre côté, autre ouverture, les connexions directes. Bon, on travaille sur les connexions directes, on les rend possibles, et l'objectif, c'est que vous ayez le choix. Maintenant, ça pose au fond... pardon, je redis, nous vendons au même prix et au même tarif en connexion directe et via GDS. Ce qui est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas de différence entre ce qui est vendu par GDS et ce qui est vendu par connexion directe. Maintenant, ces évolutions, et pour aller dans votre sens, ça pose 2 questions. La première, c'est effectivement comment le marché va évoluer. Et les réponses d'Air France demain sont, j'imagine, très attendues par le Congrès, et je ne les connais pas, voilà. Si j'étais petite souris demain avec Jean-Marc, je mettrais petite souris, mais j'aurais des échos. Et puis, la deuxième chose, c'est on va regarder avec les GDS quelle est la valeur ajoutée que les GDS produisent et leur modèle économique, en sachant que ce que nous voulons, c'est que cette valeur ajoutée et ce modèle économique, ça ne soit pas vu comme une forteresse des GDS, mais comme l'écosystème des professionnels du voyage. Autrement dit, il ne peut pas y avoir un qui gagne et tous les autres qui perdent. Un système n'est viable que si l'écosystème lui-même est gagnant, et c'est ça qu'on va regarder
avec les GDS d'un côté et avec les professionnels du voyage d'autre part. À l'heure actuelle, je vous confirme, aucune décision n'est prise. Une autre question? Ici. Ici, le micro arrive. Oui, oui, prends le micro. Vas-y, il t'arrive par la droite, vas-y. Bien, Jean Taïbi, agent de voyage et donc distributeur de billets SNCF. Bonjour. Donc j'ai eu l'occasion il y a un an d'acheter un billet sur la plateforme SNCF. Alors autant que c'est très facile pour acheter son billet, par contre pour obtenir le remboursement, je peux vous dire que l'humain n'existe pas. Puisque vous avez droit à un 36-15 où vous attendez plus de 35 minutes pour avoir quelqu'un peut-être au téléphone, qui finalement vous n'avez pas, et j'attends toujours le remboursement. Alors ça va très bien pour vendre la SNCF, mais quand il s'agit de services après-vente, c'est 0 pointé. Merci. Tant mieux, dit quelqu'un. Tant mieux, dit quelqu'un. C'est horrible. C'est horrible. Ce congrès est d'une violence. Congrès d'une violence terrible. Bon. À partir du moment où l'anecdote a été vécue, vous avez forcément raison. Hein. Voilà. Maintenant, pour regarder les chiffres, on rembourse quand même aussi un maximum. Donc, bon, c'est sûrement pas parfait et il y a sûrement des trucs à améliorer. Je redis une phrase sur le 36-35 parce que c'est marrant. C'est juste une phrase. L'Internet, le web a écrasé le téléphone. Mais écrasé le téléphone. L'Internet n'a pas écrasé les agences, n'a pas écrasé les guichets, mais il a écrasé le téléphone. Et très souvent, on nous dit, oui, mais pour les gens qui n'ont pas Internet, eh bien, il reste une réponse dans ce pays qui est le téléphone. Voilà. Alors, le téléphone, il y a une mauvaise anecdote sur 10, sur 20, sur 30, j'en sais rien. Mais le téléphone, on a aussi un taux de satisfaction qui est de plus de 90%, parce qu'il n'y a pas beaucoup de services dans lesquels on peut commander et discuter avec un vendeur pour acheter un billet qui peut coûter 15 € ou 25 € ou 30 € et se le faire envoyer gratuitement par la poste. Donc ce n'est pas complètement à négliger non plus. Guillaume Pépi, on ne va pas attendre 10 ans avant de vous revoir. Bon congrès, bonne journée de demain. Bonne journée de demain. Et vous revenez bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Guillaume, merci. Et on espère évidemment vous revoir, pas d'ici 10 ans, mais bien avant, dans un congrès des entreprises du voyage. Alors, il est 16h40, on va faire une petite pause. Une petite pause qui va durer une petite demi-heure. Ça a lieu juste en haut des marches, un peu sur votre gauche. Vous allez voir, les étudiants vont pouvoir vous y amener. Il y a le workshop avec le club des partenaires et puis il y a évidemment un stand sur la destination Lille. Merci d'y passer, de regarder tout ça, de regarder ce qu'on vous propose. On se retrouve à 17h10 ici. 17h10 précise, on a 30 minutes devant nous. À tout à l'heure.